Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique. Il y a quelques jours, le GIEC, les experts du climat, rendait un rapport très inquiétant qui nous dit en gros que le réchauffement de la planète va très vite et qu'il faut passer à l'action maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qui bloque? C'est les questions que nous allons poser à nos invités. Stéphane Wojnarowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional, PS, délégué à la biodiversité. David Butet, bonjour. Bonjour. Président du MEDEF de Côte d'Or, les entreprises sont elles aussi en première ligne et elles vont l'être de plus en plus. René Fury, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté qui regroupe les associations de protection de la nature, des associations qui alertent, elles, depuis longtemps. Et Marie-Claude Jarreau, bonjour. Bonjour. Maire de Monceau, présidente des maires de Saône-et-Loire, parce que les maires en contact avec la population ont un rôle très important sur ce sujet. Je le disais, cette semaine est donc particulière. Je parlais de ce rapport du GIEC qui sonne comme un dernier avertissement. Il a fait 29 degrés à Nevers un 12 octobre. Et cette nuit, le premier ouragan tropical de l'histoire touche les côtes portugaises. Alors, en 2002, Jacques Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Est-ce qu'on regarde assez? Est-ce qu'on regarde vraiment, de votre point de vue, René Fury? On commence à regarder. Donc, hier à Dijon, il y a eu une marche pour le climat. C'est important, il y a de plus en plus de monde qui regarde, mais il y a encore beaucoup à faire. France Nature Environnement essaye de promouvoir, aidé par la région, par l'État, par l'Agence de l'eau, essaye de promouvoir le débat public justement pour parler et échanger sur ce sujet. Est-ce que vous avez le sentiment de commencer à être pris au sérieux maintenant, un peu? Pris au sérieux sur le changement climatique, je pense que la plupart des gens prennent ce problème au sérieux. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, ça va être l'objet de notre émission. Marie-Claude Jarreau, vous êtes au contact de la population, c'est le cas des maires. Les gens commencent à se poser des questions. On va dire c'est peut-être le premier été très chaud où les gens se disent c'est peut-être parce que la planète se réchauffe. Vous l'avez entendu ou pas? Je l'ai entendu plusieurs fois et les maires ont pris en main cette problématique puisque lors du congrès des maires, le 20 novembre 2018, il y aura un débat sur changement climatique, comment s'y adapter. Et je pense que nos communes, nos 36 000 communes de France, nous permettront cette dentelle démocratique nous permettra de faire vivre. Mais jusque-là, ce n'était pas forcément une prise de conscience très forte, y compris chez les maires d'ailleurs. Oui, enfin, les maires ont pris conscience maintenant depuis un certain temps de cette difficulté, puisque déjà on nous a imposé un certain nombre de contraintes. Le zéro phyto, le zéro phyto, c'est une réalité. Et nos concitoyens, avec le zéro phyto, ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe, puisque nos trottoirs, nos espaces sont, le disent-ils, moins bien entretenus. Moins bien. Stéphane Wojnarowski, c'est un sujet qui vous concerne beaucoup. Vous travaillez là-dessus depuis longtemps. Je le disais, prise de conscience qui commence, vous le sentez ou en réalité on en est loin encore? Parce qu'il n'y avait pas tant de monde que ça à la marche pour le climat hier, si on a un peu de mauvais esprit. Il y en avait un peu plus, enfin beaucoup plus que le 8 septembre dernier. Donc je trouve quand même qu'on est sur une progression et tant mieux. Mais la marche du climat, aussi importante soit-elle, ne fait pas l'action globale. C'est ça. Pour autant, oui, moi je la ressens, cette prise de conscience parmi les gens, les citoyens de Bourgogne-Franche-Comté que j'ai l'occasion de rencontrer. Alors vous me direz, c'est vrai que la délégation qui est la mienne à la biodiversité... C'est quand même le sujet sur lequel vous travaillez. Absolument, et avec Frédéric Collat, donc, qui est en charge de la transition écologique sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on est en contact avec ces acteurs-là. Mais les citoyens, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience. Et d'ailleurs, les citoyens élus que nous sommes, parce qu'on n'est jamais que des citoyens à qui on a momentanément confié un mandat, l'avons pris en compte, puisque en Bourgogne-Franche-Comté, la transition écologique et donc la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, c'est une des priorités de notre mandat, portée par la présidente Marie-Guy Dufay, par sa majorité. Dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose, David Butet, où ça commence, où les chefs d'entreprise sont en train de se dire il faut vraiment qu'on s'y prépare? Ça commence pas, ça fait quelques années maintenant que les chefs d'entreprise en sont conscients, à la fois par le rappel à la conscience des salariés eux-mêmes qui sont concernés. J'insisterai beaucoup sur la jeune génération qui arrive en entreprise, qui veut du sens d'une manière très globale, et notamment dans le sens la prise en compte de l'environnement et du climat notamment. Et je dirais que les entreprises aujourd'hui le prennent à bras-le-corps, et ça doit être une approche systémique qui doit être vertueuse.
L'entreprise, elle est là aussi pour être compétitive. Donc si ça n'est pas pris en compte pour ça, ça risque d'être compliqué pour aller sur la suite. On va y venir, bien sûr, parce que ça fera partie des mesures. Alors, tout est bien, vous nous dites qu'il y a une prise de conscience. Et moi, de façon un peu provocante, j'ai envie de vous dire, sauf que dans cette année, on a surtout entendu une partie des Français se plaindre de plus pouvoir rouler à 90 km/h plutôt qu'à 80. Est-ce qu'on y est vraiment, du coup, dans cette prise de conscience? Voilà, vous êtes Monceau n'est pas une très grande ville. Les gens, ils se préoccupent aussi beaucoup de leur vie quotidienne, de leurs revenus. Et est-ce que l'écologie, ça en fait partie? Vraiment? Parce que c'est ça qu'on a entendu. Laissez-nous rouler. On sait que si on roule plus vite, on dépense plus d'énergie fossile aussi. Monceau est une belle ville. Belle vie, tout à fait. Cher monsieur. Splendide. Alors, nos concitoyens, certes, ils se préoccupent, ils ont parlé du 80 km/h, mais ils se préoccupent surtout aussi de leur sécurité. Et je crois qu'avec le climat qu'il y a eu cet été, ils ont pris conscience, même si le rapport entre le climat, le réchauffement, enfin tout ça est un peu plus complexe, ils ont quand même pris conscience que cette situation de chaleur excessive, cette problématique de zones qui deviennent arides, pouvait contribuer à leur insécurité. Et ça, cette prise de conscience est là maintenant. On va faire un peu de politique, Stéphane Wojnarowski, mais on sait par exemple que ça a été porté par Laurent Wauquiez et les Républicains, cette opposition aux 80 km/h, où là, il n'était pas du tout question d'environnement à ce moment-là et de réchauffement climatique. Il y a une dimension politique qui est toujours là quand même en sous-texte de ça. Il y a forcément une dimension politique puisqu'on on parle de choix de société. Et quand on lit le rapport du GIEC qui effectivement souligne les conséquences de plus 1,5 ou plus 2 degrés sur les rendements agricoles, sur la disparition des récifs coralliens, sur la quantité de poissons qu'on va pouvoir pêcher, on parle pas quand même de petits sujets, puisqu'on parle derrière d'économie, on parle aussi de réfugiés climatiques. Ce n'est pas une des moindres conséquences de ce problème-là. Donc, je pense que la question est globale et qu'il faut se poser cette question à travers tous les champs de la société qui sont concernés. Et alors, ce sont les transports, ce sont les bâtiments, c'est l'agriculture. On va donner un exemple pour que les gens comprennent, avant de se projeter dans ce qui pourra être fait dans les décennies à venir, en tout cas, même s'il faut aller beaucoup plus vite que ça. Mais par exemple, la région, dont c'est une des compétences importantes, actuellement, elle fait quoi pour que la planète ne se réchauffe pas? La région, comme je vous disais à l'instant, a fait de la transition énergétique sa priorité, une des 3 priorités de mandat. Nous souhaitons être dans les objectifs du développement durable. Clairement. La région, elle agit pour de la sobriété et de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, avec un certain nombre de dispositifs. Ce n'est pas uniquement de l'aide, mais c'est aussi du financement. La région, elle intervient bien évidemment au niveau des transports. C'est quand même son domaine de compétences important. Je prends toujours cet exemple, mais la nouvelle tarification de la SNCF mise en place depuis 6 mois, dans le cadre de la nouvelle convention TER. Aujourd'hui, après 6 mois de mise d'application, merci beaucoup, on est à plus 20% sur toutes les lignes et plus 40% chez les jeunes. Ça veut bien dire que quand on met le bon moyen de transport au bon endroit, au bon moment, on arrive à faire changer les comportements. Et moi, ce que je trouve très encourageant, c'est ça se produit sur les jeunes générations. Et puis on agit aussi au niveau de nos lycées. 2,5 millions de mètres carrés quand même. Quand on met 88 millions d'euros dans la rénovation, dans les gros travaux, dans la restructuration, changement de fenêtres, rénovation énergétique, etc., on diminue bien sûr la quantité de gaz à effet de serre. Pour les bâtiments, on augmente le pouvoir d'achat des personnes qui vivent là. Et puis, pour l'économie locale, c'est pas mal parce que je rappelle quand même que sur le chiffre d'affaires du bâtiment en Bourgogne-Franche-Comté, la réhabilitation, c'est 55%. René Fury, quand vous entendez ça, c'est bien, mais peut mieux faire et doit mieux faire? C'est bien. On va revenir sur les transports. Les transports, FNE, France Nature Environnement au niveau national, estime qu'il faudrait diminuer par 20 la consommation et le kilomètre effectué par les usagers pour arriver à faire quelque chose pour le climat. C'est donc quelque chose d'énorme et d'un changement complet de mode de fonctionnement, casser nos habitudes, parce que moi, ma génération née en 50, on a fonctionné dans des déplacements toujours en allant plus loin, en allant plus vite,
Il faut inverser, parce que cette fois-ci, il faut trouver un moyen d'inverser. La région fait des choses elle voudrait arriver à une énergie positive pour la Bourgogne-Franche-Comté en 2000, je ne sais plus combien, 30 ou 50. C'est un objectif qui est très intéressant. Le problème, il y a le Costa Rica qui essaye de faire la même chose, qui a essayé de faire la même chose. Si on enlève ce qui transite au niveau du Costa Rica, c'est la même chose pour la Bourgogne-Franche-Comté. Si on enlève tout ce qui transite par les autoroutes, on peut y arriver. Alors justement, et j'ai envie de faire rebondir, moi, le représentant des chefs d'entreprise, parce que si on veut limiter les distances, limiter le kilométrage, vos salariés n'arriveront plus chez vous. C'est un enjeu majeur. Alors après, pour rebondir, je pense que les grands projets sont indispensables pour orienter politiquement les choses, mais il y a aussi, pour reprendre une phrase qui a été dite, je crois, par Nicolas Hulot lors de son départ, la politique des petits pas, j'y crois beaucoup pour le coup. Et cette politique des petits pas, elle doit être faite en prise de conscience par l'ensemble et chacun des chefs d'entreprise d'une part, mais aussi chacun des salariés de ces entreprises. C'est d'ailleurs l'idée de notre échange aujourd'hui, c'est justement de comprendre localement ce qui se passe. Le MEDEF de Côte-d'Or, par exemple, sur ce sujet, puisqu'on en est là au constat actuel, il a fait quoi ces dernières années? Sa part, c'est quoi? Il a fait quoi ces dernières années? Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Moi, je suis arrivé le 3 mai 2018, donc je vais parler de ce que je mets en place et de ce qui va arriver. En l'occurrence, j'ai 2 piliers que je tâche de construire et de mettre en place depuis mon arrivée. Le premier, c'est une cellule de prospective, parce que je pense qu'on en a absolument besoin pour notre territoire, à l'échelle de la Côte d'Or, et notamment sur le développement durable. Et de l'autre côté, des grands projets d'excellence sur l'environnement. On a la chance d'avoir des entreprises d'excellence sur ces sujets-là, sur le territoire. Il faut les soutenir, les mettre en scène et surtout les faire diffuser sur l'ensemble des filières, puisqu'encore une fois, le développement durable n'est pas que limité au développement durable, il doit vraiment transiter et infuser partout sur toutes les filières. Et du coup, cette organisation de groupe de projets d'excellence est de se dire comment on va soutenir des projets qui sont en place, qui existent, et on réunit les 2000 entreprises adhérentes au MEDEF en Côte d'Or pour les soutenir. Marie-Claude Jarraud, vous parliez tout à l'heure des zéro phyto. Dans la vie quotidienne actuellement de la commune de Monceau, la lutte contre le réchauffement, c'est quoi au quotidien? Alors, au quotidien, ce sont des actions pour éduquer, pour prévenir, pour informer, pour soigner et j'espère guérir trouver des solutions, une partie du problème. Je voudrais reprendre, je vais donner des exemples. Oui, sans exemple, c'est un peu... Oui, je voudrais reprendre ce que vient de dire David Butet. Cette politique des petits pas, elle est très intéressante pour nous, les maires, parce que nous la menons au quotidien avec un certain nombre de choses. Alors, déjà, la problématique du végétal. Donc, il nous faut installer sur nos territoires des espaces, des squares, replanter des arbres et faire en sorte que nos territoires retrouvent des espaces verts au sens le plus noble du terme. Mais ces espaces verts, il nous faut aussi prendre conscience que nous n'avons plus les moyens de toujours arroser comme nous arrosions il y a quelques années. Donc il faut travailler aussi avec les services espaces verts ou avec les services dans les petites communes plus modestes. Il nous faut travailler sur l'arrosage. Elles sont outillées, les petites communes, parce que, voilà, vous nous dites, vous parlez de Monceau, mais vous êtes présidente des maires de Saône-et-Loire. La question, c'est est-ce que le maire d'une petite commune ou d'une, voilà, pas très grosse, il a accès aux informations, on l'aide pour ça ou pas? Alors, je veux rendre vraiment hommage à mes collègues maires des petites communes qui se sont emparés il y a bien longtemps de cette problématique du réchauffement climatique. Et les maires, ils sont de véritables innovateurs dans ce domaine parce qu'ils sont outillés et s'ils ne sont pas, ils vont aller solliciter leur EPCI, ils vont aller solliciter la région pour trouver des solutions pour mieux arroser, pour conserver des nappes phréatiques. Je vais être un petit peu provocateur. Oui. Vous allez penser que je suis obsédé par les 80 km/h. Néanmoins, il y a un certain nombre de maires ruraux qu'on a beaucoup entendus cette année s'opposer, par exemple, à ce genre de mesures. Est-ce que, donc,
c'est peut-être pas aussi parfait, aussi idéal ce que vous nous présentez. Non, je ne suis pas en train de vous parler d'idéal. Je vous dis simplement que les maires sont absolument conscients de ce réchauffement climatique. Et même s'ils parlent beaucoup de 80 km/h parce qu'ils sont interpellés par les habitants des communes, ils sont très conscients par là que le lien, de la problématique de l'eau. Le lien ne semble pas se faire toujours quand même. Oui. Enfin, parce que par exemple, et je reviens vers l'entreprise, c'est un des enjeux dont on parlait tout à l'heure, parfois il y a réchauffement climatique, puis il y a emploi. Et on dit à des entreprises, ben là, vous produisez trop, par exemple, de gaz à effet de serre. C'est quelque chose qui existe depuis 20 ans, depuis 30 ans, où on oppose beaucoup réussite des entreprises et puis performance en termes environnementaux. C'est un sujet qui reviendra forcément toujours, mais c'est tout l'enjeu de l'immédiateté de certaines mesures à mettre en place et du temps long derrière de la mise en place de tout ce qu'on doit, sur les choses sur lesquelles on doit agir. Pardon. Mais effectivement, je parlais tout à l'heure de l'impact, par exemple, de la massification, de la réhabilitation énergétique des bâtiments, que ce soit chez les particuliers ou les bâtiments publics, avec l'impact sur le chiffre d'affaires du bâtiment en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est important. On n'a pas évoqué, mais il faut en parler, le développement des énergies renouvelables. C'est pas rien. Il faut qu'on sorte des énergies carbonées. On sait que le pétrole, le gaz, le charbon, bientôt, ça sera fini. En plus, quand on les brûle, on émet du gaz à effet de serre. Donc, il faut qu'on augmente ce qu'on appelle le mix énergétique. Au passage, ça permet aussi de diminuer la part du nucléaire, parce que le nucléaire, quand il fonctionne, ne produit pas forcément du CO2, mais il y a quand même d'autres choses à gérer derrière. Quand on développe, quand on massifie les énergies... Et en même temps, beaucoup de manifs contre les parcs éoliens, quand ils se développent. Et oui, mais de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que quand on produit de l'énergie, il y a forcément un impact sur l'environnement. C'est bien pour ça que la région privilégie aussi le développement des économies d'énergie. Mais pour en revenir aux énergies renouvelables, quand on développe l'éolien, le bois énergie, la méthanisation, c'est aussi un impact sur les filières économiques locales. Alors là, on a parlé de ce qui est, mais le GIEC nous dit, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, en gros, ça ne suffit pas. Il va falloir faire beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on rentre dans un nouveau monde ? Est-ce qu'on doit rentrer, René Fury, dans un nouveau monde ? Un monde où on n'aura plus la possibilité de vivre comme on avait envie de vivre jusque-là ? Il ne faut pas faire peur, parce que c'est là tout de suite qu'ils veulent nous ramener à l'âge des cavernes. Et dans les cavernes, il n'y a plus assez de place, de toute façon, pour la population du monde. Donc, je pense qu'il faut changer les habitudes. C'est vraiment le début des choses. Je pensais par rapport à ce que vous disiez sur l'économie, il y a eu un rapport, un livre blanc qui a été fait en 2013, je crois, par la direction du Trésor et le développement durable, le ministère du Développement durable, qui justement traitait du rapport entre il faut trouver un équilibre entre l'économie et le développement durable et le changement la lutte pour le changement climatique. Et il disait deux choses qui me paraissent très importantes, c'est que l'État, les collectivités n'auront jamais assez de financement, il faut obtenir des financements privés, et c'est du très long terme. Le rendement n'est pas immédiat. Donc ça, c'est très important, il faut le prendre en compte, et c'est pas simple du tout. Donc, moi, je voudrais revenir sur une chose aussi que disait ce livre blanc qui était importante, c'est développer l'information pour bien avoir le positif et le négatif de chaque action. Je viens à ce que fait France Nature Environnement de se battre contre le Center Park. C'est certainement embêtant pour bien du monde, mais je pense qu'il faut faire le positif et le négatif de cette chose. Est-ce que ça, par exemple, c'est la volonté d'un certain nombre de groupes environnementaux, ou est-ce que c'est réellement de la lutte contre le réchauffement climatique, de lutter contre le Center Park ? Est-ce qu'il y a une part là-dedans ? Voilà, quelle est la part des deux ? C'est très intéressant parce que c'est se poser la question. Parce que c'est ce qu'on reproche parfois aux groupes de protection environnementaux en disant c'est sectaire, ils ont leur lutte, ils ont leur chapelle, mais en réalité, ils défendent leur bois. Et ils ne défendent pas la planète, ils défendent leur bois. Oui. Je suis volontairement provocateur. Oui, je comprends tout à fait, mais je pense que ça fait partie du débat qu'il y a à avoir pour voir le positif, le négatif de chaque chose. On a le contournement de Strasbourg, dont on a beaucoup entendu parler ces temps-ci, une dernière ZAD qui a été un peu évacuée violemment. C'est quelque chose, ce contournement, il y en a besoin pour le moment. C'est comme ce qu'on fait du côté, il y a le même problème du côté de Monceau. Cette route qu'on est en train de faire sur notre région, qui dépense des sommes astronomiques, il y en a besoin pour le moment. Mais
pour l'avenir, il y en a... Et mieux on roule sur la RCEA, plus on dégage du gaz à effet de serre. Et pourtant, les collectivités mettent beaucoup d'argent pour faire ces routes-là. Et plus il y a de camions qui passent par là. Et c'est pas, on n'envisage pas le 2078 où on aura... Ouais, mais voilà. C'est important, puisque là, on voit bien qu'on est à la bascule. Oui, mais c'est toute la difficulté de changer les habitudes. On sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens, de toute façon, du jour au lendemain, on arrête la voiture. C'est impossible. Néanmoins, il faut qu'on soit totalement conscient que la pratique, ce qu'on appelle autosoliste, tout seul dans sa voiture, c'est catastrophique pour l'environnement. D'où l'intérêt, je reviens au transport, d'essayer d'avoir des offres qui sont attractives, incitatives, pour qu'on change d'habitude, pour qu'on change de mode de transport, et que sur la totalité d'un territoire, une région par exemple, on puisse offrir des solutions de mobilité partout et pour tous. Je le redis, le bon moyen de transport au bon endroit, au bon moment. Mais c'est pas facile, hein. Je suis automobiliste et parfois j'utilise ma voiture à mauvais escient. Le courage politique, ce ne serait pas de dire on ne fait pas de travaux sur la RCEA pour que vous ne preniez plus votre voiture? Non, alors... Absolument pas. Le courage politique, c'est surtout de faire en sorte que cette RCEA, qui a été qualifiée il y a quelques mois de la route la plus mortelle de France, on puisse y circuler en sécurité. Oui, mais là, vous ne parlez pas d'environnement. Non, mais les collectivités se sont donné les moyens, avec l'État d'ailleurs, de pouvoir permettre... Non, on ne va pas faire le débat sur la RCEA. Oui. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on voit bien que les deux choses s'opposent à un moment donné. Non, mais par rapport à ce que dit le GIEC nous dit maintenant, vos façons de penser, elles ne marchent plus. On ne peut pas avoir un coup de baguette magique. Je crois que là, il y a un travail sur l'éducation à faire. C'est ce que nous faisons. Nous, dans nos communes, à l'école, par exemple, avec des actions très simples de prise de conscience auprès de nos enfants. Et puis, je crois que c'est ce qui est fait par le département et par la région, avec des actions dans les lycées, puisque nous avons la compétence lycée à la région, les classes environnement, et puis au département aussi dans les collèges. Enfin, en tout cas, le GIEC est en train de nous dire, pour l'instant, vous n'avez pas fait assez. Oui. Mais on a conscience. Mais David Butet, nous avons conscience que nous n'avons pas fait assez. Vous vouliez rebondir? Oui, je voulais rebondir sur les grands projets d'une manière un peu globale, qui vont être dépensiers, qui vont être de manière temporaire, sans doute consommateurs en énergie, etc. Après, il y a beaucoup de systèmes de compensation qui sont mis en place, notamment par les entreprises qui prennent ces marchés-là et qui les assument et qui vont assez loin. Après, c'est comment on organise peut-être, pour aller plus loin et penser à demain, cette compensation. Parce que de la compensation pour de la compensation avec des bois mis ailleurs, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. C'est comment on le fait. Si on replante des arbres ailleurs pendant qu'on les enlève quelque part. Mais comment on le fait de manière... Ça donne parfois bonne conscience. Exactement, de manière économique et de manière responsable. Et le mot responsable, il faut le prendre à sa juste valeur. Et qu'est-ce qu'on dit aux entreprises dont le cœur de métier, c'est quelque chose qui peut-être ne va plus pouvoir se faire dans les décennies à venir? Il y a deux théories qui s'opposent là-dessus. Il y a ceux qui disent ça va mettre beaucoup de gens au chômage. Et il y a ceux qui disent il y a une nouvelle économie qui va se faire jour. Évidemment. Oui, mais est-ce qu'elle est là, la nouvelle économie? Est-ce qu'on l'a préparée? Est-ce que le temps n'est pas le même? C'est encore une fois, on oppose le temps long et le temps très rapide. Évidemment, ça va mettre sans doute une catégorie de population au chômage et en marge de tout ce qui se passe. Par contre, c'est de la responsabilité aussi des entreprises peut-être de former ces personnes à changer de travail et à faire autrement. Et si on n'aborde pas ce problème majeur, global, sans avoir les trois piliers de l'environnemental, certes, mais aussi de l'économique et du sociétal, on n'y arrivera pas. Et de l'éducation, ça fait partie du sociétal. Il nous reste peu de temps et j'ai envie de vous poser à tous les quatre la même question. Vous y croyez? Vous croyez qu'on va s'en sortir, Stéphane Wojnarowski? Bien sûr, il est trop tard pour être pessimiste. Donc, et j'espère... Oui, j'y crois. Parce que sinon, je ne serais pas là. Je ne serais pas en train de le défendre. Je ne serais pas en train de porter ces dossiers-là au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, avec la présidente, avec l'ensemble des élus. Parce que, vous n'êtes parfois pas d'accord. On n'est parfois pas d'accord, mais on arrive aussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets, et c'est tant mieux. Alors, vous parliez du rapport du GIEC, vous disiez, il est alarmiste. Il dit quand même, si l'on regarde le bon côté des choses, certains types de mesures qui seraient nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 sont déjà mises en œuvre dans le monde. Donc, il dit quand même qu'on a essayé de mettre en place des choses, qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont en place. Il faut évidemment les amplifier. Sur l'éducation, je partage complètement. On n'a pas parlé, mais sur la biodiversité, le vivant dépend complètement du climat, et c'est aussi grâce au vivant, grâce aux forêts qu'on arrivera à contrôler il faut que les autres nous disent s'ils y croient aussi, David Butet. Oui, j'y crois, évidemment. Après, ce qu'il faut, c'est anticiper. Vous y croyez, mais ça vous inquiète? Ça nous inquiète par rapport à certains pans d'activité qui vont forcément disparaître, à la façon d'aborder ça auprès de l'ensemble des entreprises et de leurs salariés. Je ne parle pas que des chefs d'entreprise, évidemment, mais c'est toute la filière. Après, ce qui est très positif, c'est de voir toute l'énergie qui existe dans les startups
et dans tous les changements de modèles économiques à venir. Et il y en a beaucoup. C'est les nouvelles générations qui ont la clé, Et y compris chez les entrepreneurs. J'étais sur un événement il y a 2 jours, là, sur l'événement Big organisé par BPI France à Paris, et j'ai rencontré Bertrand Picard, avec qui j'ai beaucoup parlé, sur sa fondation. Il a à disposition un vivier énorme de solutions qui existent déjà, qu'on pourrait appliquer sur nos territoires. Donc je suis allé le voir et on va regarder ce qu'on peut faire, par exemple. Alors, bien sûr que j'y crois. En plus, l'optimisme doit être là. Parce que si on se met à ne plus y croire, alors là, on va certainement échouer. Hein. Donc l'optimisme est d'action. Les maires sur nos territoires sont des hommes et des femmes d'action qui mettent en place des choses de terrain, très précises, et ces 36 000 communes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont contribuer à participer et à agir à agir contre le réchauffement climatique. René Fuel, vous vous battez, c'est votre quotidien d'agir là-dessus. Oui, et la météo, c'est votre spécialité de surcroît, c'était votre métier. Donc le catastrophisme ne mène nulle part, donc il faut essayer d'en sortir. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il faut parler, il faut discuter, il faut échanger. Le débat public, je participe à ce que le site internet de la région, je crois que c'est ça, qui permet de proposer des solutions, de faire quelque chose. Je pense que tout est là, et je vous retournerai presque les questions, parce que c'est aux journalistes de vous avez vu qu'on contribue. Oui, ils contribuent, mais... Oui. Et comme disait Saint-Exupéry, chacun est responsable de tous. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. Eh bien, écoutez, merci. C'est une jolie fin. Terminée par Saint-Exupéry, c'est pas mal. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, on s'en préoccupe aussi, puisque à partir de lundi, pendant toute la semaine, les sites internet, les réseaux sociaux de toutes les régions de France 3 vont mettre en avant des initiatives partout dans nos régions. Les initiatives qui sont faites pour innover, pour se déplacer, pour cultiver, pour inventer des solutions, pour lutter au quotidien. Donc voilà, il y a aussi une prise de conscience de tout le monde. Merci à tous les 4 d'être venus débattre sur notre plateau aujourd'hui dans cette semaine très marquée par cette préoccupation du réchauffement climatique. Restez avec nous tout de suite pour la partie nationale de Dimanche en politique. Ce sera beaucoup plus politique. Francis Letellier recevra Benoît Hamon, mais je pense qu'ils parleront aussi de ce réchauffement climatique. Merci, au revoir et bon dimanche. Merci.